Amis expatriés, bonjour. C'est une grande joie, comme d'habitude, de vous retrouver pour cette conférence en ligne. C'est la rentrée de la Toussaint. On a l'impression que la rentrée de septembre est juste derrière nous. Et pourtant, on vient déjà vous parler de l'année prochaine. Et là, j'en connais qui vont faire... Eh oui, parce que pour une grande partie d'entre vous, l'année prochaine sera peut-être celle du retour en France. Et avec la rentrée, va la recherche d'école. Et je sais qu'il y en a déjà un certain nombre parmi vous qui se préoccupent de savoir, dans le cas d'un retour en région parisienne l'année prochaine, quelle sera l'école pour leurs enfants. Et on le sait tous, une école internationale en Île-de-France, ce n'est pas simple à trouver, l'offre est importante, mais rare en même temps. Et donc, pour mieux vous en parler, pour vous aider à comprendre ces enjeux, nous avons beaucoup de chance aujourd'hui parce que nous accueillons Emmanuel de Tournemire. Emmanuel, bonjour. Donc, vous êtes le coordinateur de l'offre scolaire internationale en Île-de-France. Donc, on va regarder déjà ce que ça veut dire. On va vous écouter longuement pour mieux comprendre comment naviguer dans cet océan des écoles internationales en Île-de-France. Avant, je vous rappelle rapidement les règles du jeu. Donc, vous savez que nous sommes en direct pour environ 40 minutes, que vous n'hésitez pas à nous poser des questions. Pour poser des questions, le plus simple, c'est d'aller sur la page Facebook Femmes Expat et de poser vos questions dans le fil des commentaires. Elles nous seront transmises pour qu'on puisse vous répondre. Ensuite, Emmanuel et son équipe seront encore là pendant 1 heure après le Facebook Live pour répondre à vos questions, donc il sera toujours temps. Ensuite, on aura vos coordonnées, vous avez les nôtres pour poser d'autres questions et vous retrouverez cette émission pendant 1 an sur le site de Femmes Expat. Si vous-même n'êtes pas directement concerné par le retour, mais si vous connaissez des amis qui vont se poser cette question, surtout taguez-les dans le fil du commentaire pour les aider à retrouver cette émission qui leur sera sûrement très utile. Allons-y, nous sommes ensemble pour 40 minutes. Nous revenons en France et nous parlons école internationale avec Emmanuel de Tournemire. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir. Est-ce que déjà vous pourriez vous présenter en 1 minute, qu'on comprenne la chance qu'on a de vous avoir et en plus à quel point vous êtes à la fois un homme d'expertise administrative et d'expertise du terrain. Très bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Voilà, je suis professeur de formation, professeur de lettres, et j'ai enseigné longtemps en France, mais surtout à l'étranger, dans les établissements de l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger, et dans des écoles européennes. Et ensuite, je suis devenu directeur d'une école européenne à Luxembourg et une à Bruxelles. Et depuis le mois d'avril, je suis coordonnateur de l'offre scolaire internationale en Île-de-France, comme vous l'avez dit. Et ma mission est d'organiser la mise en œuvre d'un rapport qui a été écrit par l'ancien recteur de l'Académie de Versailles et la vice-présidente de la région, qui s'appelait Agnès Evren, un rapport sur l'offre scolaire internationale en Île-de-France. En gros, 4 missions essentielles pour moi. Première chose, aider à la mise en œuvre d'une nouvelle école qui s'est créée à Paris très récemment au mois de septembre, c'est l'école européenne. En tant qu'ancien directeur d'une école européenne, je peux aider pour cela. Ensuite, travailler à référencer, à communiquer sur l'offre scolaire internationale, et c'est un peu ce que nous faisons maintenant. Après, aiguiller la demande, c'est-à-dire recevoir les demandes que les entreprises ou bien que les parents se posent en termes d'éducation internationale et essayer de les aiguiller. Ça veut dire pas forcément faire l'inscription à leur place, parce que ça c'est une décision personnelle, mais aider les entreprises ou aider les familles à trouver l'école qui peut correspondre à leurs besoins. Et puis la dernière chose qui est dans ma mission, c'est de coordonner la mise en œuvre des 14 recommandations de ce rapport dont je vous ai parlé tout à l'heure, et de le faire avec les 3 académies de Paris, Créteil et Versailles, avec la région Île-de-France et avec le ministère de l'Éducation nationale, évidemment. Voilà. Donc une lourde charge et qui nous concerne au premier titre. Donc on est vraiment heureux de mettre un visage face à ces missions donc, qui ont des conséquences directes pour nous, familles expatriées. Alors, première question, Emmanuel. Est-ce qu'on est nombreux à rentrer? Est-ce qu'il y a beaucoup de familles internationales en Île-de-France? Alors, il y a beaucoup de familles internationales en Île-de-France et depuis longtemps. L'Île-de-France est vraiment une région internationale, une région attractive.
Je crois qu'on est aux alentours de 14% de la population de l'Île-de-France qui n'est pas française. Est-ce qu'il y a un mouvement d'un retour qui s'accélérerait? Alors, c'est difficile d'avoir des chiffres concrets parce que vous savez, notre société vit sur une grande mobilité, donc les gens ont une liberté de mouvement pour venir et pour partir. Donc, c'est pas si facile de donner des chiffres. En revanche, en matière d'éducation internationale, on voit une tension, une demande forte, et on travaille à faire en sorte que l'offre puisse suivre cette demande et anticiper même cette demande. Donc oui, il y a de plus en plus de personnes qu'ils soient franciliens ou qu'ils viennent de l'étranger, qui sont intéressés par une éducation internationale en Île-de-France. Et alors là, on se prépare dans le grand bain. Je prends mon élan parce que je sais que c'est extrêmement compliqué. Nous sommes une famille qui a été à l'étranger. Alors, on va voir qu'il y a plein de cas de figure. Grosso modo, déjà, dans un premier temps, quelles sont les grandes familles de possibilités qui vont exister pour scolariser nos enfants en Île-de-France? Alors, il y a, pour aller vite, et pour essayer de ne pas trop compliquer les choses, d'autant plus que des guides existent, et vous allez en parler, j'imagine, et avec les académies et la région, on a mis en place un guide interactif. Soit on veut une scolarité dans un système français, il y a beaucoup d'options, soit on veut une scolarité dans un système qui n'est pas français. Pour une scolarité dans un système français, disons que la première option, c'est vraiment ce qu'on appelle les sections internationales. Il y a 149 sections internationales en Île-de-France pour 17 langues qui sont enseignées sur tout le territoire. Donc c'est vraiment l'option reine. On prépare l'option internationale du baccalauréat français dans ces sections internationales. Et l'intérêt, c'est que c'est pour le premier degré et le second degré, c'est-à-dire l'école maternelle, l'école primaire, le collège et le lycée. Ça, c'est, j'ai envie de dire, l'offre la plus naturelle. Ensuite, dans le système français, il y a d'autres options. On peut avoir, mais là, c'est un peu plus partagé par cycle. Au collège, on peut avoir des classes bilingues, où on enseigne 2 langues. On peut avoir aussi dans les lycées des sections européennes et de langues orientales, CELO, qui prépare un enseignement linguistique renforcé. On a aussi dans les lycées ce qu'on appelle des classes binationales, où les élèves au lycée préparent à la fois le bac français et ils ont une équivalence du diplôme du bac pour 3 langues. L'allemand, on appelle ça Abibac. On a aussi l'espagnol, Bachibac, et l'italien, Esabac. Donc ça, c'est des offres qui existent en Île-de-France, dans l'enseignement privé, dans l'enseignement public aussi, majoritairement l'enseignement public, et qui sont vraiment très bien, enfin, qui ont une belle réussite. Un petit dernier vient d'apparaître dans l'enseignement public français en Île-de-France, c'est l'école européenne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a une particularité. C'est un établissement public français, mais elle prépare à un diplôme qui n'est pas le bac français, qui est le bac européen. Alors c'est un bac évidemment qui est reconnu en France, mais aussi dans tous les pays européens, puisqu'il fait partie du système des écoles européennes. Et la particularité, c'est qu'on y enseigne dans des sections linguistiques, et il y a 2 sections linguistiques dans cette école à Paris, Paris-La Défense, une section francophone et une section anglophone. Et ça veut dire qu'on a une éducation en anglais avec une initiation aux langues étrangères et une introduction graduelle des langues étrangères et notamment de la langue française. Voilà, ça c'est pour le système français, pour l'offre dans le système français. Pour l'offre dans le système non français, c'est-à-dire si on veut suivre un cursus anglais, un cursus allemand, un cursus italien, un cursus américain, il existe des écoles qui préparent à ces cursus, ou même à ce qu'on appelle le cursus du bac international, qu'on a plutôt tendance à mentionner sous son nom anglais, International Baccalaureate, ou le bac de Genève, bac international de Genève. Ces offres-là sont en dehors du système de l'éducation nationale, et il y a vraiment toutes ces langues que je vous ai mentionnées et d'autres qui existent en Île-de-France. On peut suivre un cursus étranger dans un établissement en Île-de-France et préparer un bac étranger, que ce soit le A-Level britannique ou le High School Diploma américain.
par exemple, ou bien sûr le Abitur allemand. Voilà, vraiment pour essayer de faire très très court. Et là, bravo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même d'une complexité assez effarante. Et le fait d'arriver à résumer l'offre de façon complète, claire, en si peu de temps, c'est un vrai défi, donc bravo. Emmanuel vous disait que vous pouvez retrouver ces informations dans des guides. Donc il y a le guide de la région et normalement les références vont s'afficher dans le fil de cette discussion pour que vous puissiez le trouver en direct. C'est un guide qui vous permet en fonction d'un certain nombre de critères de trouver les écoles qui correspondent pour votre enfant. Il y a aussi le guide édité par Expat Communication que vous retrouverez sur le site Femmes Expat qui est gratuit aussi et qui vous permet là non seulement de trouver les écoles mais avec une approche un peu différente qui est moins une sélection et des filtres, mais plus une explication pour développer de façon détaillée ces différences redoutables entre classes bilingues ou binationales, entre OIB et IB ou bac européen. Voilà, c'est plein de nuances et en même temps, c'est toute la richesse de cette offre. Et donc, la question, on y arrive vite, Emmanuel de Tournemire, c'est quels critères mettre? Alors oui, dire l'âge de nos enfants et son niveau de langue, on peut y arriver, mais comment nous, en tant que parents, pas forcément du tout spécialistes de cette offre, on peut s'ajuster au mieux pour trouver la meilleure école pour notre enfant, qui est forcément la question qu'on va se poser. Prenons déjà un cas. On va prendre les enfants de Louise qui ont été scolarisés à l'étranger, mais alors eux, toujours dans un lycée français. Juste, ils ont un très bon niveau en espagnol et en anglais qu'ils ne veulent pas perdre. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour un retour qui, a priori, devrait être définitif? Très bien. Si jamais il y a déjà une bonne maîtrise de la langue française, le système, le premier type d'éducation dont j'ai parlé tout à l'heure convient. Et là, je penserais à une section internationale. Ça dépend un peu de l'âge des enfants. Soit une section internationale, je vous ai dit, il y a 17 langues qui sont enseignées, les langues que vous mentionnez y sont. Si les enfants sont sont déjà en lycée, ils ont aussi le choix de suivre une section binationale. Ça existe pour l'allemand, ça existe pour l'espagnol et pour l'italien. Et donc là, c'est un enseignement renforcé dans ces langues. Bac français, mais enseignement renforcé en espagnol, en allemand ou en italien, et double délivrance du diplôme. Donc ça peut être une bonne solution pour effectivement capitaliser sur les acquis linguistiques que les enfants ont eus en étant scolarisés à l'étranger. Ça, c'est vraiment quelque chose que les familles souhaitent conserver, et on le comprend très bien, et c'est un atout pour tout le monde de ne pas perdre ce qu'on a gagné dans son séjour à l'étranger. Dernière chose, il y a aussi des écoles qui dispensent un programme 100% étranger, je vous l'ai dit. Ça peut être de la Deutsche Schule à Paris, si on veut. Il y a un lycée franco-allemand à Buc aussi, qui est très réputé. Il y a ces possibilités. Souvent, les familles doivent choisir entre la proximité avec leur lieu de résidence. Et dans ce cas-là, le guide dont on a parlé tout à l'heure, le guide interactif est utile puisque vous rentrez votre adresse et vous voyez l'offre scolaire dans un rayon que vous définissez autour de votre adresse. Ou bien, quelquefois, les familles, à l'inverse, cherchent plutôt le type d'établissement pour habiter à proximité. Donc ça, c'est vraiment des paramètres qui dépendent des choix des familles. Encore une fois, ces outils, ce livret que vous avez développé et le guide interactif mis en ligne, sont des outils pour aider. Et puis, nous sommes là. Dans ces outils, il y a des adresses mail. Derrière l'adresse mail, il y a une équipe et je réponds personnellement à ces emails pour essayer d'accompagner les familles. Encore une fois, pas pour procéder aux inscriptions à leur place, mais pour aider et essayer de répondre de manière un peu plus personnalisée au type de questions que Louise se pose et que vous m'avez posées à l'instant. Alors, une autre question, c'est pour Elsa. Ses enfants sont lycéens et ils arrivent d'un lycée international. Ils parlent mal le français, donc on imagine qu'ils arrivent en première, en terminale, il est peut-être plus temps d'apprendre le français pour eux. Là où est-ce qu'ils pourraient être bien, ces enfants-là? Alors, pour ce cas-là, effectivement, plus les enfants sont âgés, moins on a de souplesse, c'est certain, puisque en général, un enfant de 16 ans ou 17 ans apprécie moyennement de devoir redoubler une année pour se renforcer en langue étrangère. Et donc, il faut trouver des solutions qui correspondent aux besoins. La famille que je poserais, j'ai oublié le prénom de Elsa. La question que je poserais à Elsa, c'est vraiment quels sont vos plans ?
est-ce que vous êtes pour un séjour long en France et à Paris, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est une étape dans un parcours de mobilité internationale? Si on est dans un parcours d'une étape, que finalement la famille sait en arrivant qu'elle va rester 2 ans à Paris et qu'ensuite elle va continuer ailleurs, effectivement il faut essayer de trouver une solution de scolarisation la plus proche possible de ce que l'enfant connaissait auparavant. Et si c'est un système international, il y a d'excellents établissements à Paris et en Île-de-France qui préparent au bac international ou à des diplômes étrangers. Si la famille sait qu'elle veut s'installer en France, ou bien si un des enfants lycéens veut continuer ses études en France, c'est intéressant de chercher à se familiariser avec la langue française et à renforcer ses compétences en langue française. Et là, encore une fois, il faut vraiment, je ne peux pas donner des recettes miracles, il faut vraiment analyser et on prend le temps de regarder un peu les bulletins remplis par les professeurs des enfants concernés pour voir ce qui est le mieux dans l'offre privée ou dans l'offre publique internationale en Île-de-France. Et pour un tout petit qui arriverait en ne parlant pas le français, est-ce qu'il y a des dispositifs pour aider un tout petit à apprendre le français, ou est-ce qu'on va le lâcher directement en lui disant écoute, tu es une éponge et à 4 ans le français s'apprend tout seul? Alors, c'est vrai qu'on peut parler de bain linguistique et qu'on apprend beaucoup plus facilement une langue quand on est en immersion dans cette langue. Mais comme pour la natation, si on n'a pas de bouée, on apprend surtout à couler au départ. Donc, non, évidemment, on a beaucoup de programmes qui existent pour accompagner les enfants dans leur découverte de la langue française. Et il y a une structure publique qui est très utile et très efficace. Ça s'appelle, on aime bien les acronymes, je suis désolé, UPE2A, UPEAA, et qui est là pour ce qu'on appelle les élèves allophones arrivants, c'est-à-dire des élèves qui ne maîtrisent pas le français et qui doivent acquérir la langue française assez vite. Et donc, on fait une évaluation initiale pour voir quels sont leurs besoins. Et en général, on les scolarise dans une structure spécialisée où il y a un bain linguistique accompagné, pas seul, pour vraiment leur donner les outils, leur mettre quelques bouées. Et ensuite, on les insère dans des classes existantes où ils peuvent perfectionner leur niveau de français. Donc, un enfant relativement jeune qui arrive, il y a vraiment beaucoup de moyens de l'aider à appréhender le français et à faire du français soit une langue de scolarisation, soit au moins à découvrir la langue française pour la maîtriser dans sa vie future. Et comment on peut faire pour bénéficier de ces... Alors, attendez, j'essaye. UPEEA ou UPEAA? UPEAA. Alors, ça va dépendre d'abord, première chose, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les mails, les boîtes mail fonctionnelles qui sont disponibles sur les différents guides dont vous avez parlé. Et le guide développé par les académies et la région renvoie à une boîte mail que je gère. Et je peux, dans ce cas-là, mettre en relation. Sinon, tout ça, c'est une offre publique française. Et donc, la circonscription, soit les services de la commune, si on est dans un enfant qui est en cycle primaire, soit au niveau du rectorat, si jamais c'est un enfant qui est en collège ou lycée, peuvent renseigner pour cette UPEAA. L'UPEAA ne va exister que dans les établissements publics? Oui, c'est public. En revanche, dans les établissements privés qui ont une politique internationale, et il y en a une bonne quarantaine en Île-de-France, vraiment une offre riche aussi, un établissement privé qui a une ouverture internationale, a forcément des programmes d'accompagnement des élèves et fait exactement la même chose avec les moyens dont il dispose. Et c'est vraiment très variable d'un établissement à l'autre. Et pour ça, il faut vraiment prendre la peine d'aller rencontrer les différents responsables des inscriptions dans ces établissements pour voir quelle est leur valeur ajoutée. Mais il y a des programmes d'accompagnement des élèves pour les aider à acquérir la langue française ou la langue de scolarisation. Merci. Et alors là, on a une question de Anne, qui est partie depuis longtemps à l'étranger, qui est un peu perdue, non seulement sur l'offre internationale, mais même sur l'offre française tout court, et qui n'est plus très au clair pour savoir ce que recoupent les notions de public, privé sous contrat, privé hors contrat. En fait, c'est un jargon qu'on oublie assez vite. Oui.
pour aller vite, finalement, ça n'est pas décisif pour les parents de savoir quelle est la base juridique de l'établissement dans lequel ils sont scolarisés. 99% des établissements en France sont affiliés au service public. Soit ce sont des établissements publics, qu'on appelle publics, c'est 87% je crois, soit ce sont des établissements privés sous contrat, c'est-à-dire qu'ils sont à financement privé, mais ils sont reconnus par l'État français. Ces établissements font l'objet d'inspections régulières et les professeurs, tous les professeurs ou une partie des professeurs de ces établissements privés sous contrat sont rémunérés par l'éducation nationale, nommés et rémunérés par l'éducation nationale. Donc, public ou privé sous contrat, finalement, c'est la même offre scolaire et c'est la même assurance de la qualité. Et puis, il y a moins d'1% des établissements qui sont privés hors contrat. Et là, ces établissements privés hors contrat ont une obligation de se déclarer auprès des services de l'État. Il y a une inspection initiale dans ces établissements, mais en revanche, ils disposent d'une plus grande liberté pour suivre le programme pédagogique qu'ils veulent, pour avoir le rythme d'apprentissage qu'ils veulent. Des inspections peuvent avoir lieu, je l'ai dit au début, mais à tout moment dans la scolarité, il y a un engagement clair. Ces établissements doivent permettre aux élèves d'acquérir ce qu'on appelle le socle commun des connaissances. C'est en gros de se préparer au diplôme national du brevet, ce diplôme qu'on a en fin de troisième. Donc hors contrat ne veut pas dire hors contrôle. Tout à fait. Tout à fait. Il y a un contrôle de la force publique. En revanche, à partir du moment où on a le terme privé, et privé hors contrat encore plus, puisque la puissance publique ne rémunère pas les enseignants, il y a forcément des frais de scolarité plus importants quand on est hors contrat, puisque les professeurs sont rémunérés par les parents, en quelque sorte. Et là, il n'y a pas de limite dans le prix. Dans le contrôle que vous mettez, il n'y a aucun regard sur le prix, donc ça peut être des montants extrêmement élevés, comme les écoles, à l'image qu'on peut avoir des écoles en Angleterre, par exemple. Voilà, c'est vraiment la liberté des établissements qui se montent et il n'y a pas de regard de la France là-dessus. Effectivement, il y a quelques établissements qui ont des tarifs comparables aux autres pays du monde et aux autres pays européens ou anglais, oui. Parce que, voilà, nous en France, et c'est ce qu'on retrouve avec surprise ou avec plaisir quand on revient, c'est les services, la qualité des services publics français, notamment la gratuité. Gratuité qui va s'appliquer aussi à l'école européenne. Oui. Oui, c'est vrai que j'ai travaillé les 17 dernières années, j'étais à l'étranger, et de revenir en France, et ce principe de l'enseignement gratuit et obligatoire en France a vraiment des qualités qu'on a tendance à négliger, et c'est quelquefois surprenant pour des personnes qui viennent d'un autre pays, qui ont tendance, de manière un petit peu d'un automatisme, à considérer que puisque c'est gratuit, c'est de moins bonne qualité que si c'est payant. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. L'État français et les différentes collectivités territoriales font des efforts énormes pour procurer une éducation de qualité et gratuite. L'école européenne, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle fait partie, c'est un établissement public d'enseignement. Elle ne suit pas le cursus français, mais le cursus des écoles européennes, mais elle est gratuite. Puisqu'elle est un établissement public, elle est gratuite. Elle a par contre des règles d'inscription qui font qu'il y a une priorité d'inscription pour les enfants du personnel des institutions européennes, puisque une école européenne est traditionnellement attachée à une institution européenne. Ici, on a des agences européennes à Paris, mais la majeure partie des élèves de l'école européenne de Paris-La Défense à Courbevoie, ce sont des élèves qui ne sont pas dans les institutions européennes et qui ont trouvé une place dans cette école. Alors jusqu'ici, on regarde tout l'aspect, l'envers joli de la médaille. Il y a quand même une difficulté, c'est la tension pour les inscriptions. Donc on dit en introduction, on a du mal à évaluer le nombre de retours en France, mais il y en a pas mal. Des arrivées d'internationaux en Île-de-France, il y en a beaucoup aussi. Résultat, il y a une offre qui est, on a vu, complexe, importante et riche.
mais il y a aussi pas mal de tensions pour les inscriptions. Alors, j'ai fait mention tout à l'heure d'un rapport qui a été remis en début 2018 par le recteur Filâtre et Madame Evren. Ce rapport faisait un peu un état des lieux de la situation. Il est public, hein, et on peut le trouver sur Internet. Et ce rapport formulait 14 recommandations et créait en quelque sorte le poste que j'occupe maintenant. Il est vrai que l'offre est riche, l'offre est variée. La France a vraiment beaucoup de raisons de se réjouir de la qualité de son enseignement et de son ouverture internationale. Il est vrai aussi qu'on s'est fixé des objectifs pour la développer parce que ce soit les élèves franciliens ou les élèves qui arrivent de l'étranger, il y a une vraie volonté d'ouverture à l'international. Et donc, on veut multiplier les places qu'on offre parce que de fait, il y a quelquefois des listes d'attente pour s'inscrire dans des établissements. Beaucoup d'efforts ont été accomplis déjà. On peut dire très vite, depuis la remise de ce rapport, en 2 années scolaires, on a créé plus de 1000 places, 1100 je crois, dans les sections internationales que je mentionnais tout à l'heure, en Île-de-France, rien qu'en Île-de-France. On a créé cette école européenne qui aujourd'hui peut accueillir 200 enfants et à terme, en 2025, il y aura des locaux plus grands pour cette école et elle pourra accueillir 1000 enfants. Il y a des projets d'établissements internationaux à dimension internationale, de 2 nouveaux lycées à dimension internationale, un sur le plateau de Saclay à Palaiseau et ça sera pour le mois de septembre 2021, donc assez vite, et un à Vincennes, un lycée à dimension internationale qui est prévu pour 2023. Donc il y a un effort pour développer l'offre scolaire publique dont je viens de parler, l'offre scolaire privée aussi, il y a des efforts qui sont accomplis, soit pour agrandir l'offre existante, soit pour créer de nouveaux établissements. Donc oui, il y a aujourd'hui un écart entre la demande et l'offre. Toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites aujourd'hui, mais on travaille à développer cette offre et on travaille à accompagner à la fois les entreprises et les familles pour qu'il y ait une meilleure connaissance de ce qui existe et pour qu'on trouve des solutions. Il y a un interlocuteur que je n'ai pas mentionné encore et qui est à mon avis important et je crois qu'on le trouve ici. C'est une agence d'attractivité de la région qui s'appelle Choose Paris Region, qui est le lieu où je travaille la plupart du temps et qui a comme mission, justement, une de ses missions, c'est d'aider à la mise en œuvre de ce rapport et d'accompagner les familles en mobilité. Vraiment, on est là pour les renseigner, les aiguiller. Et peut-être une chose à retenir, parce que je crois que c'est important aussi, sans aucune volonté de faire des espèces de filières entre les élèves qui reviendraient d'expatriation ou les élèves étrangers et les franciliens. Non, l'idée c'est vraiment de développer une offre qui puisse, autant que possible, correspondre aux besoins de la population locale et des élèves qui arrivent de l'étranger parce qu'il y a un enrichissement mutuel et parce que il est clair que l'Île-de-France, comme toute région, ne peut se développer qu'en s'ouvrant à l'international. Et il y a vraiment un plan ministériel au niveau de l'éducation nationale pour avoir une ouverture de nos élèves à l'international. Un chiffre pour à la fois souligner l'urgence de ce que vous dites et puis montrer qu'on est encore en chemin. Dans l'enquête que nous avons faite ensemble avec la région Île-de-France sur l'impact de la mobilité internationale sur la carrière et la vie personnelle des expatriés, on voit qu'au retour, seulement, il n'y a que 22% des parents qui mettent leurs enfants dans des systèmes internationaux, ou en tout cas 78% des expatriés de retour inscrivent leurs enfants dans des écoles qui ne sont pas internationales. Donc c'est un chiffre dont on a discuté ensemble et qui montre bien qu'il reste du chemin à parcourir. Oui, c'est clair. Après, peut-être un élément d'information.
c'est peut-être le revers de la médaille. La France est le pays qui développe le plus d'efforts pour assurer une scolarisation à l'étranger, une scolarisation française à l'étranger. On a une agence, cette agence de l'enseignement français à l'étranger, qui assure dans plus de 100 pays dans le monde une scolarisation française. Donc les élèves français qui vivent à l'étranger sont scolarisés déjà dans des établissements français et il est relativement facile pour eux de rejoindre un établissement français, j'ai envie de dire classique, en Île-de-France à leur retour. Sans aucun doute, plus de familles que les 22% dont vous avez parlé souhaiteraient capitaliser sur les acquis linguistiques qu'ils ont obtenus à l'étranger et continuer dans un cursus plus international à leur retour en Île-de-France, sans aucun doute. Et on travaille à développer cela. Peut-être que le maillage territorial est une question. Un des axes de notre travail, c'est vraiment d'essayer de développer des offres internationales sur tout le territoire francilien. Il y a en 2016 un lycée international de l'Est parisien qui s'est créé à Noisy-le-Grand, à Courbevoie, une école européenne qui s'est ouverte. J'ai parlé de Palaiseau tout à l'heure, de Vincennes. On essaye d'aller sur tout le territoire pour que finalement, peu importe l'adresse des familles, mais pour qu'une offre scolaire internationale existe. Et puis le ministère a lancé cet été un nouveau label qui est en place, qui s'appelle le label Euroscol, et qui valorise les actions d'ouverture à l'international des établissements existants. Il y a, je crois, 405 établissements qui ont reçu ce label Euroscol là au mois de septembre 2019. Et donc un très grand nombre, ça c'est pour le pays, un très grand nombre sont en Île-de-France. Et ce sont des établissements, j'ai envie de dire, classiques, pas forcément internationaux, qui ont des actions internationales. Parce que c'est vraiment l'idée, je vous l'ai dit, c'est que pour tous les franciliens, il y ait une ouverture à l'international. On parle d'un plan langue vivante. Si j'ai une minute, je le décris très rapidement, parce que ça concerne tous les franciliens, et donc vos enfants, si jamais ils sont scolarisés dans un établissement non international, on développe plusieurs axes dans ce plan langue vivante. On souhaite que les enfants aient une exposition précoce et régulière à une langue étrangère. Donc dès l'enseignement, ce qu'on appelle élémentaire, chaque jour, ça peut être 20 minutes par jour, mais une exposition à une langue étrangère. Ensuite, au collège, on veut introduire une deuxième langue étrangère et toujours la même chose, exposition régulière, pour que la langue, l'exposition facilite l'apprentissage. Ensuite, on travaille sur ce qu'on appelle des disciplines non linguistiques, c'est-à-dire qu'on suit des cours qui sont enseignés en langue étrangère, mais la matière principale n'est pas cette langue étrangère. Et ça, le nombre d'établissements qui offrent ce genre de cours, où l'histoire-géographie est enseignée dans la langue étrangère, ou un autre cours, il y a un nombre incroyable d'établissements qui offrent cela, et c'est vraiment quelque chose qui est une grande richesse pour les élèves. Troisième aspect, le diplôme du baccalauréat dans le cadre de la réforme qui est mise en place sera pourvu d'une attestation de niveau en langue étrangère, dans les langues étrangères qui feront l'objet de l'examen au baccalauréat. Et puis la quatrième chose, qui est le fruit d'un engagement du président Macron dans son discours de la Sorbonne en 2017, septembre 2017 je crois, c'est que la moitié d'une classe d'âge, la moitié des enfants, quand ils auront, enfin plus vraiment des enfants, des jeunes français à l'âge de 25 ans, on voudrait que la moitié ait eu une expérience d'au moins 6 mois de mobilité. Alors que ce soit avant le bac, ou après le bac via les programmes Erasmus, mais qu'au moins la moitié des enfants à 25 ans ou des jeunes adultes à 25 ans aient vécu au moins 6 mois à l'étranger. Donc l'idée, c'est vraiment que nos établissements, bien sûr les établissements internationaux, mais j'ai envie de dire tous les établissements, s'ouvrent à cet enseignement international, et le label Euroscol dont j'ai parlé tout à l'heure est là pour valoriser cela. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, effectivement, pour nous, familles expatriées, où les parents au retour se plaignent souvent de dire « mais nos enfants sont en complet décalage avec ceux qu'ils retrouvent et qui n'ont jamais bougé, et dont le niveau, notamment en anglais ou en langue, est très bas ». Et avec les nouvelles, les mesures que vous nous annoncez,
il y aura un effet de rattrapage entre les jeunes franciliens qui n'ont pas de bouger et ceux qui arriveraient de l'étranger. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais si j'en reviens de façon concrète au quotidien des familles expatriées, il y a un problème que constatent toutes les familles, enfin une très grande partie des familles de retour, qui est l'éternelle question du serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire je voudrais une école, mais une école internationale, je sais que ça va être compliqué, donc je cherche d'abord l'école, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ma stratégie est d'abord d'assurer une place à l'école, puis de trouver un logement autour, puisqu'on sait bien que les logements sont rares en Île-de-France, mais les places en école internationale encore plus. Le problème quand on appelle beaucoup d'écoles, et notamment dans le système public, c'est qu'on va nous demander une adresse, et que si on dit qu'on n'a pas encore d'adresse, on va nous répondre « alors d'abord trouver une adresse, et l'école ira avec l'adresse ». Est-ce que c'est un point sur lequel on peut espérer des avancées, un éclaircissement ? Alors, peut-être le tableau, je ne dirais pas que trouver une place dans un établissement international est plus difficile que trouver un logement en Île-de-France. Mais de fait, dans l'enseignement public, qui quand même est la majorité, j'ai dit 87% je crois des élèves sont scolarisés dans cet établissement public, il y a une sorte de sectorisation, c'est-à-dire que si votre enfant, pour aller très vite, à moins de 11 ans, il est dans ce qu'on appelle le cycle élémentaire, premier degré, et la scolarisation est gérée par la commune. Et donc, forcément, on a besoin d'une adresse pour trouver une solution scolaire. À partir de l'âge de 12 ans, en gros collège et ensuite lycée, c'est géré par le département et par la région, et ce sont les services du rectorat qui s'occupent de cela. Donc oui, la question du logement vient en premier. Et c'est pour ça que on essaye de développer un maillage territorial de l'offre internationale pour qu'on soit dans une situation où, à une distance raisonnable de n'importe quel endroit où vous habiteriez en Île-de-France, vous ayez accès à un établissement qui dispense une offre scolaire à vocation un peu à dimension internationale. Si vous scolarisez vos enfants dans des sections internationales, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est 149 sections internationales disponibles en Île-de-France, là on n'est plus dans un enseignement sectorisé. C'est du public, c'est de l'enseignement public ou privé sous contrat, mais on est dans une offre qui est en dehors du secteur. Et là, le conseil qu'on peut donner aux familles, c'est de prendre contact directement avec l'établissement qui les intéresse. Ils trouveront l'adresse sur le guide interactif en ligne, qui est assez facile d'utilisation. Et pour ces sections internationales, on peut prendre contact avec l'établissement pour avoir un peu de renseignements pour les démarches d'inscription. Mais sinon, dans les établissements publics classiques, effectivement, il faut une adresse en premier. Et puis si on choisit l'enseignement privé, là on est dans des situations beaucoup plus qui sont gérées un peu au cas par cas par les établissements, et une possibilité de contacter l'établissement et de voir l'adresse n'est pas absolument décisive à ce moment-là, il me semble. En revanche, ce qui sera décisif, c'est les listes d'attente. Donc on est au mois de novembre. Pour des parents qui envisagent le privé, il est largement le temps de s'inscrire. Alors, deux choses. Dans ces établissements privés qui ont vraiment une vocation à l'international très très forte et qui quelquefois dispensent un programme qui n'est pas le programme français, d'abord on peut s'inscrire à n'importe quel moment dans l'année. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, j'ai envie de dire la période un petit peu de pointe pour l'inscription dans une école européenne, dans une école internationale pour l'année scolaire suivante, c'est décembre à mars, parce qu'il y a des tests qui sont organisés très souvent. Il y a, et c'est souhaitable, une rencontre pour essayer de sentir un petit peu l'établissement, une rencontre où aller sur le site web, aller rencontrer les équipes pour comprendre un peu de quel type d'enseignement on parle, quel type de relation pédagogique on parle. Et puis après, effectivement, il y a des décisions qui sont prises et quelquefois c'est liste d'attente dont vous parlez, oui. Une autre question, je suis dans les sujets qui fâchent.
Une remarque qu'on entend très souvent des familles qui reviennent, c'est... alors, je ne parle évidemment pas là des écoles spécialisées dans l'accueil des enfants internationaux, mais de ceux qui ont des 78% qui iront dans des écoles non internationales, où les écoles ne sont pas toujours très préparées à accueillir des enfants avec une autre culture, avec un autre type de formation. Je pense à une remarque que m'ont remonté plusieurs parents qui disent « Ah bah mon enfant a été accueilli avec un... Mais comment écris-tu? Qu'est-ce que c'est que cette écriture affreuse? Ici, on écrit en attaché, parce qu'ils avaient appris le script en école anglophone ou d'ailleurs dans beaucoup d'autres systèmes. » Est-ce qu'il serait envisageable d'évoquer une sensibilisation des écoles non internationales au parcours des enfants arrivant d'ailleurs d'expatriation ou d'autres pays tout simplement? Alors, bon, je ne mets pas en doute le témoignage que vous apportez, mais je crois que tout peut arriver et les individus peuvent avoir des propos qui sont peut-être mal perçus. Mais je ne voudrais pas caricaturer l'offre et la qualité de l'enseignement dans les établissements classiques français. Elle est vraiment de haute qualité et il y a un investissement personnel des enseignants tout à fait excellent. Le conseil que je pourrais donner, d'abord, c'est de vraiment prendre le temps quand on arrive, qu'on s'installe dans un établissement, qu'on arrive en France et qu'on inscrit ses enfants dans un établissement, d'aller rencontrer l'enseignant au plus vite pour expliquer à l'enseignant la situation, l'historique un peu scolaire de l'enfant qu'on a inscrit. Je vous l'ai dit, j'ai dirigé pendant une dizaine d'années des écoles européennes où il y avait énormément de mobilité. Les gens arrivaient, repartaient même en cours d'année. Et c'est vraiment très important d'avoir ce contact et de donner à l'enseignant les éléments qui permettent d'appréhender le passé scolaire des enfants parce qu'effectivement, il y a une certaine homogénéité des élèves qui ont suivi tout le parcours. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'ai parlé dans ce plan langue vivante que j'ai mentionné tout à l'heure, je me suis concentré sur l'expérience élève. Mais il y a une partie qui concerne la formation des enseignants aussi dans ce plan langue vivante et qui est essentielle parce que beaucoup de nos enseignants sont déjà, parce que ça fait maintenant, je crois, 30 ans, Erasmus, ont une expérience Erasmus et ont, dans leur parcours, soit d'étudiants, soit dans leur parcours de vie, connu un contact international et ont eu une expérience internationale. Donc, je ne voudrais pas caricaturer la vision un peu trop franco-française, en quelque sorte, d'un enseignement. Non, nos enseignants ont des parcours riches et on travaille à valoriser cette diversité et à sensibiliser les enseignants à cette dimension internationale et tous nos enseignants. Je n'ai pas parlé d'expérimentation d'enseignement bilingue dans les établissements élémentaires des 3 académies de Paris, Créteil et Versailles. Des actions extraordinairement importantes sont réalisées par les 3 académies pour infuser de la langue étrangère dans les écoles élémentaires et pour former nos enseignants. Parce que traditionnellement, l'enseignement aux langues étrangères en primaire, par exemple, se faisait via des assistants de langue, qui est merveilleux. C'est merveilleux pour l'étudiant étranger qui vient vivre quelques années en France et peut diffuser son savoir, mais ça n'est pas suffisant. Donc on forme des enseignants. On a eu un partenariat avec le British Council France pour former un maximum d'enseignants et de personnel de direction à la spécificité de l'enseignement en langue étrangère. Donc il y a vraiment une volonté pour une région, 3 académies qui se mettent, j'ai envie de dire, un peu pas en ordre de bataille, mais en ordre de marche, pour vraiment se tourner vers l'international et vers l'ouverture internationale pour tous les franciliens, finalement, qu'ils viennent de l'étranger ou qu'ils soient nés franciliens, vraiment pour ouvrir nos élèves à cette dimension internationale. Merci beaucoup. Et une dernière question, je pense à ceux qui nous écoutent aussi, qui sont des responsables de la mobilité internationale dans des entreprises, donc qui s'occupent de faciliter pour leurs salariés l'accueil de salariés étrangers ou le retour d'expatriés en France. Est-ce qu'il y a une façon dont les entreprises peuvent collaborer à cette expansion de l'offre internationale, enfin de scolaire internationale en Île-de-France ?
Alors, à mon avis, il y a effectivement deux aspects dans votre question. D'abord, il y a les entreprises qui envisagent de venir s'installer en Île-de-France et qui sont soucieuses de savoir l'offre scolaire en Île-de-France. Et là, vraiment, au sein de Choose Paris Region, l'agence d'attractivité que je mentionnais tout à l'heure, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans ce dialogue avec les entreprises pour faciliter la mobilité internationale. Donc, qu'ils nous contactent pour qu'on puisse les aider à cerner un peu les différentes offres et les possibilités. Ensuite, effectivement, des entreprises peuvent vouloir aider à développer, à subventionner des établissements qui dispensent une scolarité internationale ou même quelquefois à réserver ou à avoir des relations privilégiées avec telle ou telle école pour pouvoir avoir la certitude que leur personnel auront une place garantie. Alors, dans l'enseignement public, ça n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer, mais l'enseignement public, comme je l'ai dit, il est ouvert à tous et donc aussi aux enfants on ne demande pas la profession des parents, donc c'est ouvert absolument à tous. Dans l'enseignement privé, il y a des établissements effectivement qui sont ouverts à ce genre de discussion et le plus simple pour les entreprises, c'est que soit elles contactent directement les écoles, soit elles passent par nous. On accompagne des projets de développement de nouvelles écoles, des écoles ambitieuses qui dispensent une scolarisation internationale et on peut les mettre en contact avec ces porteurs de projets pour que tous les besoins soient satisfaits et ça facilite même le bouclage des projets, le tour de table, si jamais il y a des investisseurs qui apparaissent et qui manifestent leur intérêt. Il reste des places à l'école européenne de la Défense pour la rentrée de l'année prochaine? Alors, l'ouverture à l'école européenne est graduelle. On a mis l'accent sur la section anglophone et l'année prochaine, on ouvre l'équivalent de la première, donc presque le baccalauréat. Tous les niveaux seront ouverts jusqu'à la première. Pour la section francophone, on ouvrira l'équivalent de la CM1 l'année prochaine. Qui dit ouverture de nouvelles classes dit nouvelles places. Oui, il y a de la place. Toujours pareil, en section anglophone, il y a de la place pour des élèves qui viennent d'un cursus anglophone. Un francilien ou un français qui a été scolarisé en français avec un peu d'anglais, il irait en section francophone de cette école, sachant que graduellement une langue étrangère est introduite de manière très précoce et très vite on a des matières enseignées dans cette langue, ce qui fait qu'à la fin, quand on passe son bac, il y a au moins 50% des matières qui sont enseignées en langue étrangère. Voilà, donc oui, il y a de la place à l'école européenne et c'est une belle offre qui enrichit l'offre scolaire en Île-de-France. Eh bien, je suis ravie pour vous qui nous écoutez, que vous ayez eu cette information presque en primeur, parce qu'il n'y a pas encore eu beaucoup de communication sur cette école européenne de Courbevoie. J'espère que tous les propos qu'on a eus là vous aideront à préparer la rentrée pour ceux parmi vous qui rentreront en France et en Île-de-France pour la rentrée prochaine. Nous sommes toujours à votre disposition, aussi bien chez Expat Communication avec le site Femmes Expat que la région Île-de-France et le rectorat avec la présence d'Emmanuel de Tournemire. Vous avez toujours en commentaire les guides qui vous permettront de trouver des écoles et de mieux comprendre le système international. Et vous retrouverez aussi cette émission pendant 1 an sur le site Femmes Expat, sur Facebook et sur YouTube. Si vous voulez être certain de ne pas manquer les prochaines conférences en ligne faites par Expat Communication, le plus simple est de vous abonner à nos newsletters Femmes Expat et Expat Value. Je vous souhaite une excellente journée et nous serons heureux de vous retrouver très bientôt. Emmanuel de Tournemire, merci beaucoup. Merci beaucoup.